Bonjour à tout le monde. Bienvenue à la séance 8B, l'une des trois séances là, qui viennent clore le colloque de la Société d'études de la Renaissance. Cette séance réunit des communications consacrées à divers enjeux rhétoriques de la construction des discours, paradoxes, parallèles, ekphrasis. Et notre première conférencière est Hélène Cazes, qui n'a guère besoin d'être présentée aux membres de notre société, au sein de laquelle elle a activement œuvré depuis des années, notamment à titre de présidente entre 2014 et 2016. Rappelons seulement qu'après des études en France, elle s'est installée au Canada et enseigne depuis 2001 le français et les humanités à l'Université de Victoria. Elle s'intéresse à diverses facettes de l'humanisme au XVIe siècle et dans ses continuations, entre autres la tradition et la réception des textes, la transmission et les réseaux des savoirs, les mythes historiographiques et les catégories du biais, par exemple le genre et la colonisation. Sa dernière subvention et plusieurs de ses publications récentes portent sur la perfection du corps féminin dans les discours anatomiques et les défenses des femmes. C'est dans cette mouvance d'une réflexion sur le discours médical qu'elle propose aujourd'hui une communication intitulée « Paradoxes, controverses et erreurs, la médecine au pluriel des humanistes » Pictorius Joubert. La parole. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et effectivement, je vais vous parler de quelque chose qui me tracasse et qui me fait rire aussi. Donc, je suppose que vous voyez maintenant mon PowerPoint. C'est en latin, puis en français, l'écriture de textes que je trouve très, très drôles sur la virginité des femmes et les preuves de la virginité. Et en même temps, je ne suis pas sûre que je les lise bien. Et donc, je vous remercie d'être là pour m'aider à les lire. Donc, la question qui est la mienne, c'est mon étonnement devant des textes qui ne peuvent pas être réduits au discours simple qui est recommandé pour le compendium scientifique. Et surtout des discours dans lesquels on trouve variation et ornement, qui sont des discours médicaux modernes et humanistes par leur fascination pour la philologie, par leur polymathie aussi, et qui semblent défier nos catégories historiographiques, c'est-à-dire la distinction entre la Renaissance et le Moyen-Âge, entre la médecine et la magie, mais aussi entre la science et l'humour. Donc, j'essaie de les lire en prenant les catégories que ces auteurs suggèrent pour leurs œuvres, et je me demande s'il peut y avoir une écriture scientifique au second degré. Le premier texte que je voudrais vous présenter, c'est un texte que Georgios Pictorius, que nous connaissons bien parce qu'il a écrit plusieurs traités de mythographie, en plus de ses traités de médecine naturelle. Donc un texte que Georgios Pictorius, son auteur, qualifie d'amusant. Et je me suis demandé en quoi il était amusant. Le second sur lequel je voudrais réfléchir, ce sont les paradoxes en latin, puis les erreurs en français, donc les erreurs populaires de Laurent Joubert, des textes qui fondent leur propre genre, celui des erreurs, dans la contradiction et dans l'exploration des incertitudes, et aussi dans l'ébranlement des autorités médicales. Dans les deux cas, ces plaisanteries sont initialement rédigées en latin, et donc sont destinés à un public lettré, celui des médecins, ou à la jeunesse studieuse, et ils plaident, dans les deux cas, en faveur du savoir qu'ils opposent à l'ignorance et à l'erreur. Donc, je vais commencer très vite par vous présenter ce Georgios Pictorius, qui est un humaniste allemand. Je vais essayer de vous mettre ça en... Est-ce que vous voyez toujours ma diapositive en grand ? Oui, parfait. En grand, donc, je dirais un contemporain, presque contemporain d'Agrippa, de Cornelius Agrippa, qui reste célèbre pour un paradoxe sur la noblesse et l'excellence des femmes, et qui était aussi médecin. Donc, je vais aller assez vite là-dessus. Dans un recueil de formes brèves qui ressemble de très près au recueil qu'on publie dans les années 1560 à l'usage des étudiants, Georgios Pictorius aborde des petites questions. Ça ressemble vraiment aux adages d'Érasme.
Et il apporte des questions sur tout, sur le monde, etc. Mais en particulier, il annonce qu'il va y avoir Iolcos Salesque, donc des plaisanteries. Et dans ces plaisanteries, qui suivent d'autres textes de Pictorius, en particulier des textes sur le vin et des jeux, dans ces plaisanteries, il va aborder la question des preuves de la virginité des jeunes filles. Donc, ce n'est pas la première fois que Pictorius dit qu'il va s'amuser, alors qu'il est médecin, à des sujets qui ne sont pas convenables à sa profession. Donc, je pourrais vous donner des exemples, vous me ferez confiance. Il parle de caprice, de repos productif, et il aime les propos de table, ce qui est peut-être la source à la fois de nos adages érasmiens et de nos erreurs populaires. Donc, quand on regarde ce qu'il appelle des textes amusants et des textes débauchés, ça semble très très sage, hein. On est très loin de Lucien, même d'Érasme ou de Rabelais, et encore plus loin de Guillaume Boucher. Donc, ce sont des petits exposés historiques avec des fiches documentaires où tout est sérieux. Par exemple, l'éloge du vin, qui était l'occasion de faire une plaisanterie, est justifié par le danger de la tristesse pour la santé et une énumération des défenses savantes du vin. Donc, on pourrait se demander si l'ivresse n'est pas dans la genèse du texte, c'est-à-dire ce sont des textes qu'il aurait écrits en étant lui-même saoul. Et je pense que ici, la question qui se pose, c'est celle de l'humour. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons rire de ce qui faisait rire les auteurs sur lesquels nous travaillons? Et l'autre chose, c'est la question de la parodie, c'est-à-dire, est-ce que nous ne faisons pas une immense injustice à nos auteurs en n'écoutant pas ce qu'ils nous disent sur l'incertitude de la lecture? Et je pense en particulier à des textes comme L'éloge de la folie, qui nous montrent justement une lecture double possible. Nous serions peut-être sourds à l'ironie, ou plutôt, nous n'aurions pas les sous-textes silencieux qui nous permettent de lire l'ironie. C'est déjà assez dur comme ça dans notre propre culture, hein. Donc ici, ce que je voudrais faire, hop, voilà. L'autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est que ces textes m'ont fait rire et que je me demande, donc ça m'a fait rire, et donc je me suis dit, c'est pas possible, cet homme est intelligent, il peut pas écrire des âneries pareilles. Mais je crois que c'est une très mauvaise méthodologie, parce que c'est une méthodologie de projection. Et donc, ce que j'essaie de faire avec vous, c'est je vais vous montrer ce texte, et je vais vous montrer d'abord sa genèse. Donc, il vient d'un recueil dit agréable, qui le précède, qui s'appelle Les questions de physique, et qui est organisé en Saint-Thury, et il promet des Chiliades. Donc, le modèle est érasmien, ce sont des erreurs. Et il aime, dans ce recueil, dénoncer les erreurs des grands auteurs. Alors, je vais aller assez vite. Je pense que dans son introduction, lorsqu'il parle de ce petit divertissement qui a ravigoré son esprit fatigué par tous les malades, il dit que ces questions n'ont rien de psyrique ni de pénible. Et psyrique, j'ai eu du mal à trouver ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire qu'il vient de l'île de Psyra, dont les habitants ne voulaient pas boire de vin. Donc je pense que c'est une allusion aux conditions de production de cette collection d'adages. Et dans cette collection d'adages, il y a beaucoup sur les femmes. Pourquoi les femmes sont-elles rarement barbues? Pourquoi les femmes barbues font-elles mieux l'amour? Pourquoi les seins des femmes sont-ils sur leur poitrine et non à côté du pubis, ce qui serait plus pratique, etc., etc. Donc, première question, est-ce que c'est amusant parce que c'est salace, parce qu'on parle de sexe et de seins? L'autre chose, c'est le procédé de répétition, c'est-à-dire on parle sans arrêt des mêmes choses. Hein, les femmes à barbe, les poils des femmes, le sexe des femmes, la virginité des femmes. Alors, je vous donne un exemple. Je voulais vous faire trouver. Pourquoi les femmes ne deviennent-elles pas chauves comme les hommes?
Réponse, parce que vous ne vous manifestez pas, parce que les femmes sont plus froides que les hommes. Et ça suffit hein, comme réponse. Pourquoi les eunuques ne deviennent-ils pas chauves alors? Puisqu'ils sont froids eux aussi, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de vapeur de sperme qui remonte au crâne. Et ça suffit comme explication. Alors, quand je lis des textes de ce type, je me demande si c'est sérieux. Et je voudrais continuer donc avec cette plaisanterie sur l'épreuve de la virginité. Elle vient après de longues exposés tirés de Pline et après des petites questions qui concernent les femmes. Donc, c'est le seul chapitre de ce recueil qui soit désigné comme intermède comique et il est tiré pour l'essentiel du texte de La magie naturelle de Jean-Baptiste Delaporte, qui a été publié l'année d'avant. Jean-Baptiste Delaporte n'était pas un ami, d'ailleurs, de Pictorius, ce qui peut nous aider aussi à savoir comment le lire. Donc, ce chapitre est assez court, ça fait 4 pages, et je vous en propose une brève description, de traduction, qu'on me permette d'interrompre ces développements sérieux par des plaisanteries qui rendront de l'entrain à l'esprit des lecteurs et ne feront pas peu dresser l'oreille. Donc là, promesse de quelque chose de salace et d'amusant. Donc, je saute. Voici comment on peut savoir si une femme est vierge. On prend des pierres de jet, qu'on trouve souvent chez nous et dont nous faisons des petites perles pour les chapelets, par exemple, pour compter et prononcer les prières. On les broie au pilon, on les passe au tamis et on en fait la plus fine des poudres qu'on fait boire avec de l'eau ou avec du vin à la Vierge. Si elle pisse immédiatement, sans pouvoir se retenir, cela indique qu'elle n'est plus vierge, signe qui révèle qu'elle a été déflorée. Si elle n'a jamais connu le congrès ni l'enfantement, elle se retient, puisque cela lui confère la possibilité de serrer plus. Alors, on peut aussi faire ça avec de l'ambre. Alors, je vous passe. On procédera tout pareil pour une fumigation en répandant des graines de pourprier ou des feuilles de grande bardane, qu'on appelle chez nous l'apatum, sur des braises encore ardentes. La fumée, en s'élevant, répellera tout. Passant par un entonnoir ou par un autre ustensile, elle pénétrera la bouche de la vulve et voilà, elle projette immédiatement son urine et elle pisse. Elle ne peut pas se retenir, celle qui est souillée par Vénus. Si elle n'a jamais connu Vénus, elle garde la fumée à l'intérieur, elle conserve son urine et prouve sa virginité. Maintenant, si on veut s'amuser, deuxième ajout à ces recettes, et non seulement la faire pisser, mais aussi lui faire émettre une semence féminine, voilà comment faire. On prend du bois d'agar, aussi appelé calembac ou calembour, qu'on appelle bois d'aloès, on le scie, on le coupe, on le jette sur les charbons ardents. La fumée est pour la femme et s'insinue par en dessous dans les méas de sa vulve, alors elle se répand en semences. Ce ne sera pas triste de voir ce spectacle. Ça s'arrête là. Donc, vous voyez au début, au milieu et à la fin de ce texte, l'affirmation que c'est amusant. C'est un texte qui, pourtant, me semblait absurde. Alors, il est corroboré par le texte de Marbode sur les pierres, texte édité par Pictorius, mais il est aussi corroboré par de nombreux autres textes qui donnent les mêmes preuves de la virginité des femmes. Donc, est-ce que nous avons un chapitre sérieux comique? La question médicale est une question d'actualité qui est mise au premier plan de la scène médicale par les descriptions anatomiques du corps féminin qui se développent depuis 1501. Donc, je vous rappelle, 1549, Colombo désigne et décrit le clitoris, puis c'est Fallope avec les trompes dites de Fallope, et ce sera les ovaires en 1617. Donc, ce qu'on voit, c'est un mélange de sources attestées, comme Marbode,
et d'exagération comique, puisqu'on a ici un comique de répétition, on va la faire pisser, et on a aussi en latin le mot populaire pour pisser. Hein, donc, ce n'est pas uriner. Bon. On a l'absurdité de l'éjaculation féminine finale qui serait obtenue avec de la fumée, et surtout, c'est ridicule. Parce qu'il faut imaginer la scène avec les sages-femmes, le chirurgien, le barbier, les médecins, la famille, qui regardent une femme uriner. Mais rien n'est explicité. Donc on ne sait pas comment ces signes qui nous dirigent vers des effets comiques sont interprétés. Est-ce que c'est la vulgarité? C'est une histoire de pipi et d'école maternelle. Est-ce que c'est la répétition ou est-ce que c'est la procédure en elle-même? Est-ce qu'il y a des effets d'antiphrase? Est-ce que pour s'amuser veut vraiment dire pour s'amuser, ou est-ce qu'il est tragique que l'ignorance puisse coûter tant aux femmes dans leur procès ou dans leur mariage? Enfin, on voit un mélange de sources médiévales, populaires, tirées des Secrets des Dames et de la Trotula, avec d'autres ouvrages, dont le plus récent, 1558, une année avant. Alors, je vais très vite pour passer à mon texte suivant. On pourrait parler ici d'une ironie paradoxale, donc d'une dénonciation de l'ignorance, non pas pour ceux qui sont ignorants, mais pour ceux qui ne le sont pas. Et on voit aussi, pour ceux qui ont lu le reste des textes, un grand plaisir de lecture, puisqu'on reconnaît l'entourage. Donc, cette obsession moderne pour la virginité, on la retrouve chez Ambroise Paré, et elle vient en fait de très loin, et du texte des Ginaikeia de Soranos, qui a été traduit en latin puis en français depuis le IVe siècle. Les paradoxes et les erreurs de Laurent Joubert, génération d'après, Pardon, s'intéressent. Hélène, Oui. et on a toujours la même diapositive 4 depuis un bon moment. Je ne sais pas si Ah, c'est zut. normal. Ah ben voilà, donc c'est dommage parce que, alors j'allais vite parce que, donc vous n'avez rien vu là. Là, Non, vous on n'a rien voyez. vu. Ah, zut, zut, zut. Bon, ben alors voilà, je vous prouvais qu'il y avait Marbodius. J'espère que vous m'avez comprise à lire à toute allure, mais je te vois plus. Ah, est-ce que vous m'avez comprise quand même? Oui, oui, c'était parfaitement clair. Merci. C'est ce que je vous demandais avec les photos. Voilà. Donc, en gros, j'en arrivais à cette conclusion qu'il y a une irrévérence sous la référence et que nous n'avons toujours pas de guide de lecture parce que cette lecture n'est plus la nôtre. Parce que nous ne lisons pas les textes comme ça, et surtout pas quand il s'agit de science. Et je vous prouvais par cette diapositive que le sujet était vraiment un sujet important dans les années 1550 à 1580. Donc c'est vraiment là-dessus que les médecins vont créer une controverse qui leur semble importante. Et je passais donc à Laurent Joubert, qui s'intéresse particulièrement à la médecine des femmes parce que c'est la médecine moderne, c'est la médecine qui pose problème dans ces années-là. C'est la naissance en fait de la médecine non galénique pour nous. Donc c'est aussi une médecine qui permet de gagner beaucoup d'argent en vendant des livres. Donc il y a vraiment des succès de librairie avec les maladies des femmes, les remèdes secrets des femmes, comment s'occuper de sa femme, comment avoir une bonne nuit de noces, etc. Et ce qui est intéressant pour Joubert, je pense aussi, c'est que c'est une médecine parallèle, c'est-à-dire une médecine qui est pratiquée par les femmes, pour les femmes, et qui donc donne une autre dimension au discours médical. Donc, dans le premier livre des erreurs, populaires au fait de la médecine et du régime de santé, donc en 1578, le premier livre est entièrement consacré à la nature des femmes, ou presque. Et il y revient dans le 5e livre. Les 3 premiers chapitres sont sur le lait maternel, comment il est fait, est-ce que c'est du sperme, etc. Je vous passe les détails, c'est drôle, mais on ne peut pas tout voir. Hein. Et je vais au 4e chapitre qui est qui est justement sur nos preuves de la virginité. S'il y a une certaine connaissance du pucelage d'une fille. C'est un chapitre en fait qui touche à l'expertise, à l'autorité et à la légitimité des discours.
un chapitre dont le sujet n'est pas tant la virginité que l'imposture et l'ignorance. D'abord, ce chapitre traite du privilège des sages-femmes, et je vous lis une des citations qui me semble importante. « Les matrones s'y peuvent grandement abuser, surtout à faute d'être bien versées en l'anatomie des parties honteuses. » Donc, celui-là seul qui peut connaître la vérité du pucelage, qui est bien exercé en l'observation oculaire des matrices en divers âges, Hippocrate, je corrige Hippocrate, dit généralement de toute la médecine que le jugement y est fort difficile. Je dis semblablement qu'il est très malaisé de juger du pucelage, et donc le seul qui pourra, c'est celui qui a lu Hippocrate, celui qui lit le grec ou le latin, c'est-à-dire l'anatomiste. Le premier commentaire de Joubert, c'est une anecdote. Ésope avait 2 filles qu'il portait l'une devant, l'autre derrière. Moi qui ai eu des jumelles, je comprends très bien. Et quand on lui demande si elles sont vierges, il dit « pour celle de devant, je sais, mais pour celle de derrière, je ne peux pas savoir ». Donc, c'est ce lien entre savoir et pas savoir va amener une dynamique des dialogues. Je vais vraiment très vite. On va faire entrer plusieurs discours. Le premier sera celui des sages-femmes, et il est qualifié si absurde que rien plus. Donc, il faut regarder la couleur du tétin. Mais ce qui est intéressant, c'est que le remède, enfin la preuve est donnée. Elle est absurde, mais elle est donnée. Et il va donc partager les arguments en 2 ordres, les plus vains, c'est-à-dire ceux qui ne regardent pas les parties secrètes, et les autres qu'on regarde aux abîmes des dites parties. Et lorsqu'il parle de cette deuxième partie, donc je vais très vite, il cite Boccace et l'histoire d'Alibek et du rustique. Alibek demandant ce qui arrive au moine qui voit sa beauté lorsqu'elle se déshabille, et le moine lui dit « c'est un diable, il faut que je le mette là exactement ». Donc ici, après cette référence salace, Joubert donne les dépositions qu'il transcrit de sages-femmes. Et c'est ce qui a fait le succès de ce chapitre qu'on trouve cité dans de nombreux endroits. Donc, voilà les sages-femmes qu'il va citer en italique, et il va même faire un tableau de ce que disent les sages-femmes. Alors, je vous passe le détail, c'est dommage, mais les descriptions des sages-femmes sont monstrueuses. Alors, voilà comment elles voient ici qu'il n'y a plus de virginité. Et c'est brocadé, les brocades sont podades, le halon dégoula, la barbole abrésade, l'entrépée rida, et à la fin, elle parle de barrières défoncées, d'eau brisée, etc. Donc, ces contradictions, c'est-à-dire la condamnation comme ignorance de ces discours, mais aussi l'énonciation de ces discours, ces contradictions forment un discours sur ce qu'est la science, c'est-à-dire une méthode, une confrontation, un questionnement. Ce à quoi se livre longuement Joubert. Il relève les incohérences des preuves, il observe et il décrit les parties secrètes, il remarque la diversité des engins, des âges, des mariages. La conclusion de Joubert, ça n'est pas comment reconnaître si une femme est vierge, c'est le doute, et que seul le médecin peut parler de ce doute. Le chapitre se clôt sur l'évocation de Pantagruel. Je ne sais si à tel mal on pourrait trouver un plus sûr remède que l'anneau de Hans Caruel, duquel Pantagruel vous fera sage, si vous le voulez. Dans la 2e édition, ce chapitre est nettement diminué et devient beaucoup plus ennuyeux, donc avec des sondes, avec des trucs, etc. Donc je voudrais terminer maintenant, merci de m'avoir laissé déborder, sur le fait que ce dialogisme qui se nourrit de brièveté est essentiellement humaniste
et il se tourne vers une enquête raisonnée et individuelle. Il l'appelle le jugement du lecteur, tout comme nos textes réformés ou nos textes érasmiens. Ils sont aussi les héritiers d'une longue tradition médicale. Là, c'est bien, je vais pas, vous avez les photos. Longue tradition de controverse, c'est-à-dire remarquer quels sont les points de contradiction entre les autorités, tradition qui est aussi une tradition théologique, et une tradition de paradoxes médicaux. Je terminerai bien sûr avec mon très cher Charles Étienne, dans une réédition du XVIIe siècle. L'humour, l'ironie, la satire ouvrent aussi vers l'érotisme, le comique de carnaval. Ce qui est en jeu, c'est le décrochage des discours et la constitution d'une nouvelle autorité, celle de l'observation, celle de l'écoute, de l'expérience, et donc celle du lecteur, et depuis peu de la lectrice. Merci de votre patience.